Donc, bienvenue sur ce webinaire où on va parler d'autorisation, d'hygiène et de sécurité sur les événements. Donc, sûrement des choses que vous connaissez déjà pour partie ou complètement. Mais l'idée, c'était de refaire un petit point global sur tout ça. Mais avant, je vous propose un petit jeu. J'aime bien faire des petits jeux. Donc, je vous propose un petit jeu. Vous allez vous connecter donc soit via le QR code, soit en allant sur le site qui s'appelle wooclap.com. Vous rentrez le code de l'événement et ensuite, je vous retrouve de l'autre côté. Hop. C'est celui-là. C'est pas celui-là. Est-ce que tout le monde est dessus ou pas? Oui. Euh, Je rouvre le mien de mon côté. Voilà, c'est celui-là. Alors, du coup, je vais arrêter ce partage. Euh, Virginie, pardon, tu peux le remettre, excuse-moi. Hop. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est dessus ou pas? Oui, moi, Tout le ça me monde. met un peu de patience. Il n'y a Oui, pas de questions. oui, j'attends que juste que tout le monde soit bien connecté pour le lancer. Attends, je suis pas connectée encore. Vas-y, vas-y, Sandrine. Parce que là, il faut deux écrans en fait pour ton truc. Là, je suis sur le téléphone. Ah ouais, ça devient technique, désolé. Alors. Vous êtes combien là? J'ai 13 personnes inscrites sur les 16. Tout le monde est OK? Je lance. Alors, quel mot vous vient à l'esprit quand on vous parle de danger lors d'un mariage? Voilà, si vous aviez juste un mot qui vous venait comme ça. Blessure? Ça, c'est le code. Incendie, ouais. Météo, je sais pas. Écrivez sur le petit bouclap. Mais tu fais comment pour écrire là-dessus? Dans le... Alors, il faut se connecter. Il faut aller sur wooclap.com. Vous utilisez le code qui est en haut qui s'appelle, enfin, le code PAM, PEHAME. Alors, on a accident, feu. Voilà. Ok, donc c'est accident qui revient le plus. Accident, noyade, effectivement, quand il y a des piscines, de l'incendie, l'alcool. Ouais, ça peut être un danger sur un événement. La météo, le feu, noyade, insécurité. Ok, mais en gros, accident revient le plus. Ok. Question suivante. À votre avis, donc là, il va falloir cliquer. Lors d'un mariage, dans un champ qui est loué par les mariés souhaitent installer un bar à Morito 1, 2, 1, 2. par un ami. Oui, Sandrine, tu veux dire quelque chose? Non. Donc, Ça va bien le dit. bar à Morito est tenu par un ami. Est-ce qu'ils doivent demander une autorisation, à votre avis? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est pas possible, ça marche pas. Sandrine, on t'entend? Est-ce que tu peux couper ton micro, peut-être? Peut-être le couper, non, ça ne veut pas. Alors, dans la majorité des cas, vous dites que oui, il faut demander une autorisation de débit de boisson.
Euh, Il y a quelques réponses sur non, pas d'autorisation et oui, il faut une autorisation si les boissons sont payantes. Donc effectivement, la bonne réponse, c'est il faut une autorisation si les boissons sont payantes. Il n'y a pas forcément besoin de demander une autorisation si ça se passe dans un cadre familial qui ne soit pas payant. Allez, dernière question. Selon vous, quels sont les risques les plus fréquents lors d'un mariage? Est-ce que c'est l'intoxication alimentaire? Est-ce que c'est une bougie qui peut prendre feu? Une coupure électrique, une mauvaise météo ou la chute d'un invité? Sachant que la mauvaise météo, c'est pas un danger. Ah, ça peut être un danger si ça devient un orage, par exemple. Ouais, là, on parle d'un truc qui est tout de suite plus extrême, quoi. Vous pensez à tout. Ouais, c'est cyclone, hein. Tu vas dans des pays, c'est des cyclones, des ouragans, c'est leur quotidien, hein. Oui, mais ça va pas être le risque le plus fréquent quand même, hein. Donc, sauf si on est dans ces pays-là, ok, mais voilà. Ok, donc effectivement, c'est partagé entre la coupure électrique, la mauvaise météo, la chute d'un invité. Effectivement, je te rejoins, Estella, sur la mauvaise météo. Bon, c'est pas ce qui est de plus fréquent. En tout cas, des mauvaises météos où on a l'orage, etc. C'est pas ce qu'on aura de plus fréquent, effectivement. Mais ça se joue entre ces postes-là. Ah non, pardon. Quel est le pire imprévu ou problème de sécurité que vous ayez pu rencontrer sur un événement? Est-ce que vous avez des expériences à nous partager là-dessus? Moi, j'ai eu que la coupure électrique. Si t'as eu que ça va. Ouais, pour l'instant. Ah, quoique, attends, une fois, j'ai eu une inondation dans un château. Ah oui. Ouais, j'ai eu ça une fois et en fait, on était dans les salons et il y avait de l'eau en fait qui coulait le long de la tapisserie, du mur, ça sortait des chambres et il y a une chambre qui a dû être fermée bah, parce qu'en fait, bah, la chambre était inondée, quoi. Ah la vache, ouais, c'est dur ça. Ouais, ouais. Évacuation de la chambre et puis ils ont dû partir à l'hôtel. Magnifique. Ah bah oui, mais si les invités suivaient les instructions sur les notes écrites des toilettes, eh ben on n'allait pas se retrouver souvent dans les châteaux, tout ça, c'est des, comment on appelle ça? Espèce de On est cuves, là, broyeur. des pompes, là, tu vois? Ouais. Mhm. Alors, qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez eu un incendie, waouh. Ok. Ouais. Coupure électrique, inondation, chute d'une femme enceinte. Ah, c'est pas très drôle, effectivement. J'espère que ça a bien fini pour elle, en tout cas. Crise cardiaque, ouais, ça doit être chaud à gérer aussi. Coupure électrique et choc allergique, ouais. Ok, vous avez été confronté déjà avec des imprévus ou des problèmes assez graves, je vois. Déclenchement d'un orage soudain avec beaucoup de vent, ouais. Crise d'épilepsie pour moi. J'arrive pas, je peux pas me connecter à ton truc, donc. Ok, ok. Donc, ouais, il y a pas mal de choses. Ok, eh ben, je vous propose du coup de repartir sur la présentation. Euh, je partage celui-là. Voilà. Donc pour présenter rapidement, donc j'interviens aujourd'hui exceptionnellement en tant qu'intervenant externe, mais je suis Virginie Mention, la directrice de cérémonies, cofondatrice de l'EFMM et cofondatrice et présidente de l'ASSOCEM, notre belle association de wedding planners. Donc j'interviens aujourd'hui sur ce sujet-là que j'anime également en formation à côté. Donc l'idée c'est de revoir un petit peu les points principaux qui vont être liés à tout ce qui est la sécurité au cours d'un événement, parce que bah, on est quand même garant de la sécurité des personnes sur l'événement, même si on n'est pas les responsables de l'événement.
on est quand même garant un peu de la sécurité, donc on doit un peu chapeauter tout ça et s'assurer que tout soit bien mis en place pour qu'il y ait le moins de soucis, d'accidents ou autre chose qui arrive sur le mariage. Alors déjà, au niveau des autorisations, quand on organise un événement, ça c'est aussi quelque chose qu'on doit avoir en tête. On doit, dans certains cas, demander une autorisation auprès de la préfecture de police. Euh, quand on a un événement sur un lieu privé et qu'on doit, par exemple, faire un lâcher de lanterne, un feu d'artifice, une captation avec un drone, il y a une autorisation quand même à demander au niveau du propriétaire. Pour tout ce qui est captation de drone, tout ce qu'on envoie dans le ciel, donc les lanternes, feux d'artifice, etc. Il y a certains propriétaires, même si ça peut être autorisé par ailleurs, il y a certains propriétaires qui peuvent refuser. Donc on s'adresse toujours avant au propriétaire pour voir ce qui est possible de faire ou pas chez lui. Et ensuite, si vous dites que oui, les feux d'artifice, par exemple, c'est OK, il faudra quand même ensuite derrière demander une autorisation officielle auprès de la préfecture de police. Mais quoi qu'il arrive sur l'événement, il faut toujours s'adresser au lieu pour vérifier déjà tout ça. Et puis après, on a des autorisations un peu plus spéciales à demander si on doit organiser un bout de l'événement sur un lieu public. Par exemple, moi, ça m'est arrivé une année où des clients voulaient organiser leur cérémonie laïque sur le Pont des Arts. Donc, autant vous dire que l'autorisation n'a pas été accordée. Mais voilà, donc en fait, il faut avoir en tête que le lieu public n'est pas à disposition de n'importe qui, n'importe quand. Oui, on peut s'y promener, on peut y faire des tout petits événements quand on est dans un cadre d'une dizaine de personnes, par exemple, mais au-delà, il faut demander une autorisation. Donc, on fait attention à tout ça. Donc, on ne peut pas organiser des cérémonies laïques dans des forêts, sur des plages, etc. Donc, que ce soit des domaines privés, on va dire, donc des plages privées, des forêts privées. Mais attention à ça, ne pas tomber dans le piège de c'est public, donc je peux y accéder à n'importe quand. Donc ça, c'est une première chose. Alors pourquoi la demande d'autorisation est nécessaire? Parce que quand on va rassembler des personnes, il y a des risques potentiels. Il y a des risques potentiels au niveau de la circulation, au niveau du stationnement. Il peut y avoir des risques de dégradation, il peut y avoir des risques de panique en cas de danger, donc s'il y a un incendie, etc. Donc tout ça, ça doit être couvert et ça doit être comment dire, bien organisé et bien prévu. Donc on doit prévoir, quand on organise une réception ou un moment de la cérémonie dans un lieu public, il faut prévoir tout ça. Il faut prévoir tous ces dangers qui pourraient arriver. D'ailleurs, je pense à ça aussi, quand vous organisez un événement sur un lieu où il n'y a pas forcément de quoi se stationner, donc ça aussi, il faut le prévoir du coup. Il faut en amont prévoir où est-ce qu'on va pouvoir stationner tous les invités, ou est-ce que du coup on va plutôt prévoir des navettes. Donc les invités vont laisser leur voiture à un endroit, et puis on va prévoir des navettes pour pouvoir faire en sorte que les invités puissent arriver sur le lieu de réception. Donc voilà, donc il y a toutes ces choses-là à penser quand on organise un mariage. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que notre domaine de l'événementiel, que ce soit privé ou pas privé, enfin corporate, etc., finalement, c'est pas un domaine qui est si simple que ça parce on doit faire appel à différents codes, différentes réglementations. Donc, je vous ai mis quelques codes. Donc, on a par exemple le code des collectivités territoriales, le code de la construction et de l'habitat, le code de la route, le code civil, le code pénal, le code du travail, le code de la propriété intellectuelle. Donc voilà, donc tous ceux qui disent que l'événementiel c'est simple et qu'on s'amuse, finalement quand on leur met ça face à eux, c'est pas si simple que ça. Donc il faut vraiment respecter tous ces codes-là. Donc tout ça, enfin tous ces codes-là vont interagir en fonction de l'événement qu'on va organiser, bien sûr. Mais il faut avoir en tête que l'événementiel a un aspect pluridisciplinaire par rapport à tout ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser au fil de l'eau. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que quand on organisait des manifestations sur la voie publique, quelle qu'elle soit,
il faut demander une autorisation auprès des autorités compétentes. Donc, c'est souvent soit auprès de la mairie ou auprès de la préfecture du département. Donc, c'est souvent la préfecture parce qu'en fait, elle va centraliser les différents intervenants. Donc, elle va s'adresser, par exemple, quand on a un feu d'artifice organisé dans un lieu de réception qui se trouve dans un petit village. La préfecture, elle va être le point central en fait avec les différents interlocuteurs. Donc la préfecture va s'adresser aux agriculteurs du coin pour savoir si par rapport au temps, etc., si c'est pas trop sec. Elle va s'adresser au maire, elle va s'adresser voilà, à différentes personnes. Donc c'est souvent la préfecture de police qui fait point central et ensuite qui accorde ou pas l'autorisation. Donc toujours faire la demande, même si le lieu de réception vous dit oui, il n'y a pas de souci, généralement c'est autorisé, toujours refaire la demande pour avoir la demande officielle. Et moi je conseille toujours de la faire vous-même et pas de demander à vos maris de la faire, parce qu'au moins vous êtes sûr qu'elle est faite et vous êtes sûr de la réponse, de recevoir la réponse. Voilà, je vous ai juste noté qu'il y a une exception pour les fêtes de village et les fêtes traditionnelles qui sont autorisées, on va dire, de fait dans l'organisation d'événements. Au niveau... Virginie, j'ai une Oui, question. Parce oui. que tu nous conseilles de la faire nous-mêmes, mais officiellement, c'est pas nous qui sommes considérés comme organisateurs de l'événement, c'est le couple. Ça pose pas de problème que ce soit une tierce personne qui fasse une demande auprès de la préf? Ça m'a jamais posé de problème. Moi, je mets toujours effectivement le nom des mariés en tant qu'organisateur. Et j'explique à la personne, à mon contact, à la préfecture de police, que c'est moi qui suis l'organisatrice, enfin la coordinatrice, on va dire, de l'événement, la chef d'orchestre de l'événement. Et non, ça m'a jamais posé de souci en tout cas. Ok. Virginie, Oui. tu disais que pour l'utilisation de drones aussi, il faut faire la demande auprès de la préfecture de police? Alors non, pour D'accord. le drone, en fait, enfin le drone, généralement, c'est sur le lieu de réception. D'accord. Donc là, il faut demander au lieu de réception, parce qu'il y en a certains qui peuvent être un peu réticents par rapport à ça. D'accord. Et, sachant que les drones, en fait, n'ont pas le droit de filmer autre que le lieu. En fait, ils peuvent pas se promener dans tout l'espace. Et Ah, ouais, ou alors il faut demander des autorisations, mais en principe, t'as pas le droit de balader ton drone n'importe où, en fait. d'accord. Parce que maintenant, il y a des drones des films qui se font à l'intérieur des salons. Ou je voulais savoir. Ok, merci. Un drone dans un lieu, enfin dans un salon, c'est ça? À l'intérieur des espaces, enfin, maintenant, ils filment à l'intérieur des espaces, les dronistes. Ok. Ils font extérieur, intérieur. J'ai déjà vu. J'ai vu une wedding planner qu'il a fait il y a pas longtemps avec l'Intercontinental. C'est ça, hein. Ouais, il faut avoir la place, mais oui. Oui, donc du coup, hein, quoi qu'il arrive, il faut demander tout, enfin, faut toujours Au demander lieu, ouais. l'autorisation au lieu, ouais. Ok. Virginie, moi aussi j'ai une question. Au niveau, quand on est wedding designer, c'est à nous de faire la demande ou c'est plutôt s'il y a une wedding planner à la wedding planner ou au couple directement? Une demande pour dans quel cadre du coup? Par exemple, quand c'est il y a quelque chose sur la voie publique ou quelque chose comme ça. Tu veux parler en termes de décoration, c'est ça? Oui, en termes de décoration. Alors en termes de décoration, ouais, il faut se synchroniser avec la wedding planner. Ok, Peut-être qu'elle a des informations par rapport à ça. ok, Et après oui, il faut faire les demandes d'autorisation. Donc après, c'est soit toi, soit elle. Vous voyez d'accord. comment vous synchronisez, mais oui, il faut faire les demandes. Ok, très bien, merci beaucoup. Notamment, je pense à tout ce qui est signalisation, enfin signalétique. Donc ouais, faut gérer tout ça. Ok, c'est noté, merci. Euh, Au niveau donc des débits de boissons, donc ça faisait partie d'une des questions du petit questionnaire tout à l'heure. Quand on est dans le cadre d'un événement privé, enfin, quand je dis privé, c'est-à-dire sur invitation, il n'y a pas de demande d'autorisation de débit de boisson à avoir. On doit faire une demande d'autorisation de débit de boisson quand on est sur un événement public. Ça va être par exemple sur une brocante ou autre chose. Ça peut être sur un événement que vous pourriez organiser, par exemple si on vous demande d'organiser un festival.
Donc voilà, donc il faut avoir en tête que c'est dans le cadre d'événements ouverts au public, que les boissons soient payantes ou pas, et aussi dans le cadre où les boissons sont payantes sur un événement, on va dire, privé, c'est-à-dire même si c'est sur invitation, que c'est privé du coup, enfin, n'importe qui ne peut pas accéder à cet événement, il faut aussi une autorisation de débit de boisson. Donc il y a ces deux cas de figure, événement ouvert à tous et événement privé, mais avec boisson payante. Donc ça, c'est une autorisation à faire pour avoir une licence en fait. Et puis attention aussi à la réglementation sur le bruit. Donc ça, normalement, le lieu de réception est le mieux à même de vous répondre par rapport à ça. Il a normalement des autorisations, par exemple, de faire du bruit jusqu'à 2 heures du matin, jusqu'à 4 heures, jusqu'à 22 heures. Donc ça va dépendre du lieu de réception, comment il est placé, est-ce qu'il y a des voisins proches ou pas. Euh, Moi, par exemple, j'ai eu des lieux de réception où bah, à 22 heures, il fallait fermer les fenêtres du lieu et la musique devait être en intérieur. Donc ça, normalement, les lieux de réception sont quand même les mieux placés pour vous dire, parce que c'est leur autorisation. Et si jamais il y a le moindre souci, ça retombe sur eux, s'il y a des voisins qui se plaignent ou autre. Donc attention à ça. En tout cas, ayez connaissance de ça. Et puis même parfois, vous avez des lieux qui ont des limiteurs ou limitateurs, j'hésite à chaque fois entre les deux, des limitateurs de son en intérieur pour bah, du coup faire en sorte que le bruit ne dépasse pas un certain seuil de décibels. Et du coup, alors attention, si vous savez qu'il y a des limitateurs dans la salle de réception, voyez si c'est des limitateurs qui coupent toute l'électricité ou si ça coupe juste le son, parce que du coup, on peut être amené à ces deux cas de figure-là. Et quand ça coupe toute l'électricité, c'est un peu plus gênant, du coup. On met un peu plus la pression sur le DJ. Et puis attention, c'est le bruit en général. Donc, par exemple, quand c'est les gens qui crient, etc., ça joue aussi dans le volume de décibels. Donc attention à ça. Au niveau de l'hygiène, donc ça, il faut vraiment être bien au courant de tout ça, tout ce qui est chaîne de froid, etc. Donc s'assurer que le traiteur vienne bien avec un camion frigorifique. De toute manière, il a l'obligation légale de transporter ses aliments dans un camion frigorifique. Il ne peut pas transporter ses aliments comme ça, même s'il a que 10 minutes de route. On ne peut pas transporter les aliments comme ça. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle les traiteurs, généralement, branchent leur camion et c'est le camion qui va servir de frigo pendant tout l'événement. Ils ne vont pas tout déstocker du camion pour restocker dans les frigos qui auraient éventuellement sur place. Donc, attention à tout ça. Euh, Et puis, donc les normes pour le traiteur et les food trucks, ça va être notamment tout ce qui va concerner tout ce qui n'est pas consommé. Donc ça, c'est important de savoir que tout ce qui était sorti, enfin tout ce qui était présenté, donc par exemple, je pense aux pièces cocktails qui ont été sorties et présentées, tout ce qui n'a pas été consommé, le traiteur ne peut pas le mettre de côté dans des boîtes pour que les mariés puissent consommer ultérieurement. Tout ce qui était sorti, tout ce qui a été présenté, ensuite c'est jeté. Donc tout ce qui est resté au frigo, par exemple, si le traiteur n'a pas sorti tout un plat de petites verrines, c'est resté bien au frigo, ça oui, ils peuvent le laisser pour les mariés pour une consommation ultérieure, mais tout ce qui est sorti, tout ce qui a été présenté, donc tout ce qui est sorti de la chaîne du froid, ça c'est poubelle directement. Donc généralement les traiteurs sortent au fil de l'eau pour éviter le gâchis justement. Bon, même si en principe ils sont quand même assez experts au niveau des volumes, mais voilà, ayez bien ça en tête surtout, même que ça soit pour les plats réchauffés, etc. Voilà, tout ce qui est sorti du frigo, ça part ensuite à la poubelle. Donc c'est valable pour les traiteurs, pour les food trucks également. Donc du coup, ça pose parfois un problème parce que ça fait mal au cœur des fois de voir de la nourriture jetée comme ça, mais voilà, faut respecter ces normes d'hygiène.
Bien évidemment, propreté des espaces. Donc ça, c'est quand vous allez récupérer un lieu de réception, bah, on vérifie, on s'assure que les espaces soient bien propres, que ça soit au niveau de l'office traiteur, comme la salle de réception, bien sûr. Eau potable et gestion des déchets. Donc ça, c'est au niveau de l'eau potable, bon, on s'assure que l'eau soit potable sur le lieu de réception, même si dans la plupart du cas, elle l'est, mais on fait quand même attention à ça. Comment sont traités les déchets également le jour de l'événement? S'assurer que ce soit bien le traiteur qui gère tout ça ou pas. S'assurer aussi qu'il y ait, comme en restauration, en fait, enfin, essayer de faire en sorte que les déchets, enfin, je sais plus comment on dit, la place des déchets soit pas mélangée non plus avec euh, là où on va dresser les plats du traiteur. On essaie de faire comme en restauration, avoir une entrée, une sortie, c'est pas forcément évident, mais en tout cas faire en sorte que le sale ne croise pas trop le propre. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être vu avec le traiteur le jour de l'événement. Donc ça, c'était pour l'hygiène. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qui est hygiène ou pas? Parce que c'est pas forcément des points évidents. L'eau potable aussi, s'assurer, pardon, qu'il y ait un... Moi, j'ai une petite question, pardon Virginie. Très bien. Parce que du coup, on parlait tu sais, de la chaîne du froid pour les traiteurs, Ouais. mais ça m'est arrivé plusieurs fois de voir quand même des pâtissiers amener le gâteau en voiture. Euh, oui. Euh, enfin, des pâtisseries classiques avec de la crème, des trucs comme ça, c'est ça? Ah bah ouais, quand les mariés font appel à une pâtissière pour un wedding cake ou une pièce montée ou un truc comme ça, tu vois. Alors, le wedding cake, ça me choque un peu moins, dans le sens où quand il y a de la pâte à sucre, normalement, c'est pas quelque chose qui doit se conserver au froid, parce que sinon, ça va venir ramollir la pâte à sucre, et puis tout va se casser la gueule. Donc, la pâte à sucre, en fait, fait office d'isolant, on va dire. Donc, il faut que ça soit quand même conservé dans un endroit frais, mais pas forcément au frigo. Comme ça me choque pas trop, même si c'est pas terrible non plus, si c'est dans son coffre comme ça. Mais même, enfin, pâtissier en général, ça doit être livré dans des camions frigorifiques. Et d'ailleurs, il y a des sociétés spécialisées là-dedans. Donc, quand les pâtissiers font pas les livraisons eux-mêmes, enfin, quand ils n'ont pas leur flotte de camions frigorifiques, il y a des sociétés externes qui proposent ça à la livraison dans des camions frigorifiques. D'ailleurs, je crois qu'il y a même Chronopost qui propose ça également. Donc ça, non, il faut vraiment s'assurer que les pâtisseries soient bien livrées dans des camions frigorifiques. Parce que bonjour la rupture de la chaîne du froid et bonjour le développement des bactéries et compagnie. Et ensuite, tout le monde se retrouve malade le lendemain. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut, parce que là, encore une fois, c'est pas nous qui sommes responsables de ça, est-ce qu'il y a une décharge, un truc qu'on peut faire signer? Pour toi, te dédouaner, c'est ça? Ouais, enfin, quand moi je vois le pâtissier débarquer avec la voiture posée enfin, le gâteau posé sur c'est le siège passager de la voiture. Ouais. Alors, oui, tu peux faire signer une décharge le jour J, mais ce qui est bien, c'est en amont de voir, enfin, de checker avec le pâtissier, est-ce que la pâtisserie sera bien livrée en camion frigorifique? Si elle te dit, bah non, c'est moi qui livre sur mon siège passager, et là tu dis, bah en fait, c'est pas dans les normes d'hygiène et de sécurité. En plus, la personne est censée avoir fait une formation là-dedans, en principe. Donc elle est au courant de tout ça. Et dans ce cas-là, si elle te dit bah non, j'ai pas de solution, bah tu dis bah fais appel à Chronopost. J'ai plus le nom en tête, c'est Fresh, je sais plus quoi. Il y a plein de sociétés en fait qui existent. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher vous de sociétés pour euh, du coup conseiller ces pâtissiers-là, et leur dire bah non en fait, faites passer par cette société-là. Et après s'ils refusent, bah là vous prévenez les mariés, vous les alertez. Après c'est plus de votre ressort, mais en tout cas conseillez au mieux les prestataires pour ça. Et puis si effectivement, bah, ils en font qu'à leur tête, ou les mariés disent, bah non, on ne veut pas payer 50 € ou 100 € de plus pour une livraison frigorifique,
bah, vous faites signer des décharges et en tout cas, vous aurez des écrits où vous allez prévenir vos mariés, donc vous serez aussi couvert par rapport à ça. Ok, merci. Ensuite, au niveau de la sécurité, je regarde les messages. Euh, Oui, Anaïs, exactement, c'est ce que on partage ce point de vue. Au niveau de la sécurité, donc, bah, faut essayer de prévenir tout ce qui est chute, coupure. Donc, tout ce qui est chute, ça va être par exemple quand il y a des fils qui se baladent dans la pièce ou en extérieur, bah, de faire en sorte soit qu'ils ne passent pas sur en plein milieu d'un lieu de passage, ou alors il faut prévoir des choses pour couvrir. Donc, quand c'est en intérieur, généralement, on prévoit le scotch, ça s'appelle, c'est un gaffeur. Vous savez, le gros scotch gris ou noir. Donc, on va couvrir les fils. Donc ça, il faut s'assurer que le DJ ou la personne qui vient livrer le matériel son, et etc., a bien prévu ça. Sinon, n'hésitez pas à en avoir aussi dans votre caisse de secours, également au cas où. En extérieur, du coup, bah, le gaffeur, ça fonctionne moins bien. Donc on peut prévoir des petites rigoles, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu des rigoles en espèce de plastique qui vont venir du coup couvrir les fils. Voilà, donc ça c'est vraiment des choses qu'on anticipe pour éviter les chutes. Si par exemple il y a des marches où il y a des choses un peu compliquées, pareil, c'est soit de mettre un petit mot d'alerter ou de poster quelqu'un, par exemple, sur le lieu où pourrait y avoir un danger, par exemple. Pour prévenir tout ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire sur les chutes? Non, ça va me revenir. Les coupures, bah pareil, s'il y a le moindre verre qui tombe par terre, etc., bah, on sécurise tout de suite. On demande au traiteur de passer un petit coup de balai rapidement, enfin on prévient les équipes. On laisse pas traîner ça, on reste sur place pour éviter que quelqu'un s'approche, et en tout cas les enfants. Parce que même s'il y a des babysitters, on sait bien que les enfants arrivent à passer au travers des mailles des babysitters pour faire des bêtises. Donc on fait attention à tout ça. Bah, au niveau des feux, là c'est pareil. Quand les cocktails ont lieu en extérieur, on s'assure que les traiteurs ou que le lieu de réception dispose de cendriers pour éviter que les mégots soient jetés n'importe où et qu'ils puissent déclencher un feu. Donc on est assez vigilant par rapport à tout ça. Les risques météo, bah ça, c'est prévisible, parfois un peu moins. Donc les risques météo, ça va être en cas de fort vent, si on a prévu une tonnelle en extérieur pour X raison, bah, s'assurer que la tonnelle soit bien fixée avec des sardines, voilà, en tout cas tout soit bien sécurisé par rapport à tout ça. Et puis éviter de se retrouver en extérieur quand il y a des orages. Euh, donc voilà, on organise le moins de choses en extérieur, bien évidemment. Donc tout ça, la météo, faut avoir un œil parce que même si on a regardé la veille ou dans la semaine, ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même le jour J, parfois ça peut changer. Donc moi je sais que j'ai toujours un œil sur mon appli météo au cas où, parce que ça change. Oui, effectivement, Julie, tu as raison, prévoir les malaises en cas de cérémonie à 7h sous 35 degrés. Alors quand on sait que, donc je parlais d'orage, mais à l'inverse, quand il fait très très chaud. Donc ça, généralement, la canicule, on arrive quand même à l'anticiper, un minimum. Et puis même si ça change et que finalement le jour J, c'est plus la canicule, au moins on aura quand même prévu des choses. Donc ça va être de prévoir déjà des bouteilles d'eau, ça c'est important. Donc de distribuer les bouteilles d'eau. Ça va être de prévoir des parasols. Ah, même si c'est pas très joli, et que c'est un peu la guerre le jour J avec le photographe, mais on essaie de prévoir au moins de quoi s'abriter, ou peut-être éventuellement déplacer la cérémonie. La cérémonie était prévue face au château, bah tant pis, on va la déplacer ailleurs, sous les arbres, donc ce sera plus face au château, ce sera moins joli, mais au moins ça sera moins dangereux pour les invités. On peut aussi conseiller à nos mariés de prévoir des éventails. Ça pourra être l'occasion aussi d'avoir des petits cadeaux personnalisés. Ils vont
avoir leur prénom dessus, par exemple. Donc, ouais, on anticipe tout ça. Et éventuellement, commander une climatisation quand on est dans des lieux anciens ou enfin, qui sont pas forcément bien climatisés. Enfin, les lieux anciens, généralement, c'est des murs assez épais, donc il fait frais dans les salles. Mais dans des lieux où il risque de faire très chaud, ça peut être intéressant aussi de dire à nos mariés de prévoir une climatisation pour tout ça. Oui, 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 Julie, exactement. Pensez aussi aux prestataires. On parle des invités, mais on pense aussi aux prestataires. Alors, les musiciens, de toute manière, qu'il fasse chaud ou pas chaud, hein, en extérieur, faut toujours prévoir de quoi les couvrir du soleil pour que les instruments ne s'abîment pas. Mais on pense effectivement au buffet des traiteurs, mais on va prévoir également qu'il fasse chaud ou pas chaud, hein, mais c'est toujours par rapport à cette question d'hygiène, prévoir des parasols pour que les aliments ne prennent pas trop la chaleur et en tout cas le soleil. Donc ça peut être un risque d'hygiène. S'assurer de l'accessibilité, je vais y arriver, au niveau des lieux. Donc on peut avoir, donc ça concerne à la fois les personnes qui ont une mobilité réduite, mais aussi les enfants, et je pense notamment tout ce qui est poussette, etc. Donc c'est pas forcément évident sur tous les lieux de réception, mais voilà, on essaye de penser à eux, donc soit éventuellement si on peut le prévoir des rampes d'accessibilité. Généralement les lieux peuvent fournir ça, donc c'est à voir avec eux. Donc si vous savez qu'il y a plein d'enfants en très bas âge et que potentiellement il y aura plein de poussettes, et que vous avez un lieu avec des petites marches, même si c'est des toutes petites marches, il faut prévoir l'accessibilité pour tout le monde. Les issues de secours, donc ça peut être bête à dire, mais bien évidemment, on ne met rien devant les issues de secours, on ne prévoit pas de table, on fait en sorte que le traiteur n'a pas mis des caisses devant les issues de secours, on n'installe pas le DJ devant les issues de secours ou le groupe de musique. Donc ça, on fait attention à ça, à ce que les issues de secours soient bien dégagées et surtout soient bien balisées. Donc ça, c'est le lieu qui doit être aux normes par rapport à tout ça. Donc voilà sur la sécurité. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est clair? Pensez aux assurances, et notamment l'assurance responsabilité civile organisateur, la RCO, qui doit être au nom des mariés. Donc ce sont les mariés qui vont faire cette demande d'assurance auprès de leur assurance habitation. Généralement, c'est inclus dans l'assurance habitation. Ça l'est pas tout le temps. Moi, j'ai eu quelques cas où c'était pas du tout inclus, donc il a fallu qu'ils prennent ça en plus. En principe, les lieux, hein, quand on les réserve, l'indique, hein, dans le contrat et précise qu'il doit y avoir une assurance responsabilité civile. Il y a certains lieux, comme les châteaux, demandent des assurances responsabilité civile organisateurs un peu spéciales parce que ils ont des demandes de garantie un peu plus élevées que celles qu'on pourrait avoir dans les assurances classiques. Mais en tout cas, voilà, pensez à ça. Dans l'assurance, enfin, cette assurance doit prévoir du coup la date pendant laquelle l'assurance court, donc c'est la date du week-end du mariage généralement, ce qui est couvert, les garanties, etc., et le lieu qui est couvert également. On peut retrouver cette assurance sous le nom d'assurance villégiature aussi. On peut retrouver ce nom-là, ou assurance, qu'est-ce que j'ai eu aussi une fois? Non, c'était ça, assurance villégiature et assurance organisateur d'événements. Donc ça, je rappelle, c'est bien aux mariés de prévoir cette assurance, c'est pas la vôtre, surtout pas la vôtre, parce que ce n'est pas vous qui êtes responsable en cas de souci, ce sont bien les mariés. Et ça, généralement, le lieu de réception la demande un mois avant la réception. Donc ça doit être fourni pour s'assurer que tout soit bien en ordre. Alors, il y a une assurance qui est au nom des mariés, mais au final, qui est responsable? Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est le wedding planner? Est-ce que c'est le prestataire? J'ai envie de dire, c'est un peu toutes ces personnes-là, parce que si par exemple,
Le prestataire a bloqué les issues de secours parce qu'il a stocké du matériel ou on a installé un DJ devant, etc. Bah, c'est et le prestataire et la wedding planner qui sont responsables conjointement parce que même si, encore une fois, on n'est pas considéré comme les organisateurs de l'événement, on est garant du bon fonctionnement quand même. Et donc, si on a dit au DJ, bah vas-y, installe-toi devant l'issue de secours, bah, il y a un truc qui fonctionne pas non plus, donc du coup, on peut être jugé responsable. Ça peut être le lieu aussi, si par exemple, il y a des choses qui ne sont pas aux normes, s'il y a un manquement de sa part. Donc oui, ce sont les mariés qui sont responsables avec leur assurance, responsabilité, mais il peut y avoir des responsabilités conjointes s'il y a un manquement de la part d'un prestataire, s'il y a une faute qui a été faite enfin, par un prestataire. Donc attention à ça. Et donc c'est pour ça que vous devez vraiment tout vérifier, être la petite souris qui va voir si il n'y a pas des fils qui traînent, si le traiteur a bien livré dans un camion frigorifique, s'il y a du verre qui est cassé par terre, s'assurer que ça soit bien ramassé. Donc tout ça, vraiment, c'est vous qui allez être responsable de tout ça. Donc il y a ce que je vous disais, cette notion de co-responsabilité quand même à prendre en considération. Ne vous dédouanez pas de tout. Et donc c'est important quand même de clarifier les rôles en amont, c'est-à-dire que vous allez dire au DJ, bah écoute, on va avoir un générateur ce jour-là, tu auras des rallonges, prévois bien du gaffeur en quantité suffisante pour pouvoir sécuriser tout ça. Donc en fait, c'est là aussi on a nous ce rôle-là en amont de bien briefer les prestataires. En plus du jour J, bien sûr, on va vérifier que tout soit bien mis en place, mais en amont, on va quand même essayer d'imaginer en fait tous les risques qui pourraient survenir sur cet événement-là, parce que vous connaissez le lieu, vous avez fait plusieurs visites, visites techniques, etc. En plus, vous allez faire une semaine ou 15 jours avant le mariage, donc tout ça, ça sera bien frais. Et donc, c'est à vous de bien vérifier en amont tous les prestataires pour vous assurer que tout soit bien prévu. Alors, la SSM, j'ai en parlé brièvement avec pour celles qui sont sur le groupe WhatsApp. Il y a plein de sons, d'images différentes. Donc l'SSM, c'est l'organisme qui protège la propriété intellectuelle des œuvres, et notamment de la musique. Et c'est l'SSM qui encadre la diffusion de la musique. Euh, donc en principe, mais bon, pour celles qui ont suivi les échanges sur WhatsApp, en fait, c'est un peu comme France Travail, j'ai l'impression, en fonction de la personne sur qui on tombe, on peut avoir un son de cloche différent. Mais en principe, euh, on doit payer une redevance auprès de la SSM si on organise un événement qui est ouvert à tous, donc un événement, on va dire, public, en tout cas pas sur invitation, qu'il soit gratuit ou non. Donc par exemple, on organise, je sais pas, une fête des voisins en extérieur, qui est ouvert à tous, tous les voisins, mais c'est en extérieur, c'est gratuit, mais on doit quand même payer une redevance si on diffuse de la musique. Donc si on fait ça en extérieur. Si on fait ça en intérieur, bien sûr, en principe, il y a pas de redevance. Et voilà, et donc il y a eu toute une discussion sur le groupe WhatsApp, parce que apparemment, on peut être amené à payer de la SACEM dans le cadre d'un mariage si c'est sonorisé par un DJ extérieur. Si ce sont les mariés qui sonorisent eux-mêmes, a priori, il n'y a pas de SACEM à payer, mais bon, ça, on va dire, au cas par cas en fonction de la direction régionale de la SACEM. Donc ça, je vous laisse vous renseigner. Et puis après, encore une fois, les mariés font ce qu'ils veulent, vous les avez prévenus. Donc si la SACEM vous dit, bah oui, il faut payer une redevance, vous prévenez les mariés, s'ils veulent pas payer, c'est leur problème. Mais en tout cas, vous les avez prévenus. Après, ça monte pas non plus à des gros montants, hein. C'est tout au pire une centaine d'euros, je crois. Donc sur un budget de mariage, c'est pas non plus ce qui va peser lourd, mais renseignez-vous par rapport à ça. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur les fêtes en entreprise, parce que peut-être que parmi vous, vous êtes amené à organiser aussi des événements pour des entreprises, pas forcément que des mariages.
Sur les fêtes en entreprise, donc il faut savoir qu'il y a des réglementations au niveau de la consommation d'alcool. En principe, il n'est pas autorisé de consommer de l'alcool sur le lieu de travail, donc attention à ça. Et puis si votre client vous demande si c'est obligatoire ou pas, donc la présence des salariés est obligatoire ou pas, ça dépend de quand est organisé l'événement. Si l'événement est organisé pendant les horaires de travail, la présence du salarié est obligatoire. Si c'est en dehors des heures de travail, la présence n'est pas obligatoire. Et donc, sur la consommation d'alcool, comme je vous disais, attention à ça, parce que là, du coup, c'est l'employeur qui est responsable en cas d'accident s'il y a eu consommation d'alcool. Donc ça, faut que vous ayez ça en tête si vous organisez des séminaires ou des team building ou autres pour des clients entreprises. Donc voilà, donc vous pouvez mettre en place une matrice des risques si vous le souhaitez pour savoir identifier les risques. Donc comme je vous le disais, c'est vous qui connaissez le mieux l'événement, les différents prestataires qui vont intervenir, le lieu de réception, quelles sont les différentes choses à avoir en tête. Et donc vous pouvez mettre en place, pourquoi pas, une matrice des risques dans laquelle vous allez essayer d'évaluer les risques et du coup mettre en place des solutions. Donc, comme je vous disais, par exemple, vous avez un générateur avec plein de câbles qui vont être tirés partout, bah, c'est de dire, OK, là, le risque est quand même assez important de se casser la figure un, sur un fil, sur un câble. Donc du coup, bah, on prévoit avec le DJ de mettre en place plein de gaffeurs ou de mettre en place des petites gouttières qui seront posées sur sur les fils. Donc ça va être intéressant. Voilà, donc ça, par exemple, c'est un petit exemple que je vous ai fait. Donc, par exemple, on a identifié chute d'invité parce que c'est un sol un peu glissant en pierre ou je sais pas, en carrelage assez glissant. Bah, ça peut être très grave si un invité se casse la figure. C'est très probable que l'invité se casse la figure. Donc, du coup, bah, on va mettre en place des choses comme des tapis anti-glisse, une signalisation, un éclairage adapté, peut-être quelqu'un sur place qui va prévenir. Donc voilà, donc ça, c'est la matrice de risque qu'on peut être amené à mettre en place sur chaque événement. Voilà, ça c'était. Hop. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça ou pas? Ça vous paraît clair? Est-ce que vous avez des choses? Je vais arrêter le partage. Camille, dis-nous. Oui, j'avais une petite question au tout début sur la partie, des différentes autorisations qu'il fallait demander. Est-ce que, il y a un délai un peu, standard ou, enfin, j'imagine que ça dépend, mais enfin, au niveau de voilà, toutes ces demandes d'autorisation, quelles sont tes recommandations au niveau des délais? Alors c'est vrai, j'ai pas parlé des délais. On ne peut pas faire une demande d'autorisation trop longtemps en avance parce que généralement la préfecture de police va dire non, c'est trop tôt. Je crois, grand max, c'est 3 mois avant l'événement. Donc du coup, ça veut dire que nous, en termes d'organisation, c'est pas si confortable que ça. Parce que si par exemple on veut faire un feu d'artifice, ça veut dire que le pressant, on peut pas le booker non plus trop tôt parce que si jamais on n'a pas l'autorisation, bah on va pas booker l'artificier pour rien. OK. Ouais, en effet, ça complexifie un peu la tâche. Ouais. OK, merci. S'il y a d'autres questions. Pour moi, non. Ça vous paraît clair? Mm. Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez, j'imagine, mis en place par rapport à tout ça? Euh, une bonne partie quand même. Bonne partie, surtout pour se préserver, je pense. Mm. Et puis le dernier, comme tu disais, c'est bien d'avoir parlé de la SACEM parce que c'est le dernier truc sur lequel on parlait là, avec les filles du groupe France, hein, je parle. Oui. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué ce truc. Que c'est pas. Après, moi, je comprends pourquoi c'est pas très clair sur leur site.
Je le comprends parce que en fait, en soi, le mariage, on n'est pas obligé de faire la fête derrière. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, je pense que le fait d'utiliser le vocabulaire mariage sur le site de la SACEM, ça pourrait porter à confusion. Mm. Moi, je Ouais, c'est pense. sûr. Tu vois? Ouais. Parce que c'est pas à la base, le mariage, c'est pas une fête. Donc, une fête, une soirée dansante, c'est la fête ou la soirée derrière est juste une conséquence du mariage, en fait, ce que je veux dire. Donc, Oui. mais voilà. Voilà. Maintenant, comme tu disais, les gens, après, c'est les mariés qui décident, après, on transmet. En revanche, par contre, selon si tu prends un DJ ou un groupe, le tarif, la cotisation est différente, hein. Ça peut être beaucoup plus Oui. élevé si c'est un groupe, un live. Ça sera pour sûr beaucoup plus élevé. Ouais. Ouais, voilà. Oui, Donc, effectivement. Et après, enfin, ce qu'il faut savoir aussi au niveau de la SACEM, c'est que, en fait, la SACEM considère que grâce à la musique, l'événement sera réussi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que même mm, si l'événement est gratuit, ou qu'on ne fait pas payer une entrée, donc par exemple, on organise un festival, j'en sais rien, mm, une fête, en fait, la SACEM estime que grâce à la musique, l'événement sera réussi. On aura beaucoup de personnes qui vont participer et donc il faut payer des droits d'auteur. ouais. Donc c'est pour ça que le côté gratuit ou payant de l'événement ne joue pas, peu importe Non, en fait. non, 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 il joue pas du tout d'ailleurs. Parce que moi, Donc, quand j'ai eu la directrice commerciale, enfin celle de l'Oise, elle m'avait dit clairement, en fait, c'est simple, si vous faites la fête chez vous, entre amis, entre familles, vraiment dans un cercle hyper restreint, bien entendu, la loi dit, la législation dit que bah, vous avez le droit d'écouter la musique que vous voulez chez vous et on ne peut pas vous faire payer des frais sur ça. En revanche, dès lors que vous embauchez des gens, que ce soit traiteur, DJ ou quoi que ce soit, eh ben, pour eux, ça rentre dans le domaine du public et c'est considéré comme un événement classique, lambda, festival. Et là, il y a des frais. ouais, bah oui, parce qu'ils estiment que grâce à la musique, la fête sera Ouais, réussie et donc voilà. Mais après, il y a aussi une tolérance pour ces événements-là, pour les mariages, les événements privés, il y a une tolérance. Donc, ouais, n'hésitez c'est au pas à cas vous par cas dans ce renseigner. cas-là, comme tu dis. Exactement. Mm. N'hésitez pas à vous renseigner. Et puis après, voilà, encore une fois, comme je disais, vos clients prennent la décision, mais en tout cas, vous leur avez apporté toutes les billes et, Mm. et vous serez, en tout cas, enfin, vous aurez fait votre job. Ouais. Ok. Et après, notre mission s'arrête là. Mm, On a devoir de conseils et d'informations. exactement. Mm. Ok. Euh... Ben, Oui. j'ai pas d'autres questions, moi. Ok. Mm. D'autres questions, peut-être? Eh ben, si pas d'autres questions, je vous propose du coup d'arrêter là et je vous souhaite une bonne journée. Merci Virginie, bonne journée. Bonne Merci. Merci journée. Virginie pour ton Bonne intervention. journée. Bonne Au journée. revoir. Merci, bonne Merci. journée.